Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième cours de philosophie générale portant sur les notions de morale et de religion. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion philosophique sur une notion qui me semble tout à fait d'actualité et constituer un sujet brûlant, à savoir la laïcité. Un mot dont on entend beaucoup parler mais dont on entend souvent parler n'importe comment. Ma vidéo se propose donc d'effectuer un retour en arrière, si on peut dire, à la source même de ce qui constitue la laïcité au niveau théorique dans nos sociétés modernes, et le mieux encore pour cela est d'interroger un grand philosophe du XVIIe siècle que l'on peut légitimement considérer comme un des grands penseurs et précurseurs de cette idée de laïcité, à savoir John Locke. Quel est le rapport avec ma vidéo précédente, me diront mes plus fidèles spectateurs qui ont pris la peine de suivre mon travail avec assiduité. Vous vous souvenez que la dernière fois, on a interrogé Pascal sur un moyen de persuader l'incroyant de croire en Dieu, et que l'on s'est rendu compte que l'on pouvait tomber sur un paradoxe dans le fait de commander la croyance de l'autre en lui faisant peur. En effet, une critique adressée par les jésuites à l'égard des jansénistes, c'est que si la foi devient liée uniquement au fait de trouver Dieu dans son cœur, sans qu'il y ait nécessairement la médiation d'un raisonnement, on tue nécessairement ce qui fait le mérite du croyant lorsqu'il se rapproche de Dieu. Mon but n'est pas de critiquer Pascal sur ce point en le faisant passer pour un dangereux fanatique qui veut user d'une contrainte psychologique en développant sa théorie du pari de l'existence de Dieu, que j'ai détaillé dans ma précédente vidéo d'ailleurs, mais plutôt de se demander dans quelle perspective la liberté du croyant peut encore être conciliée avec le caractère intime et personnel de la foi. La foi peut-elle être à la fois personnelle et liée au cœur du croyant, tout en possédant malgré cela une dimension rationnelle qui convoque la liberté humaine? On aurait des choses intéressantes à dire à ce sujet avec un auteur comme Kierkegaard notamment, mais ce serait sans doute pour une prochaine fois parce que c'est une question qui, à mon sens, a immédiatement un aspect politique majeur. En effet, Locke, auquel je vais me référer à présent, dans sa lettre sur la tolérance, développe un des deux aspects fondamentaux de ce que l'on nomme communément la laïcité. Pourquoi cette question de la laïcité est pertinente pour notre réflexion sur les notions de morale et de religion? Eh bien parce qu'elle permet de montrer la tension qui peut subsister entre ces deux notions et en convoque une troisième, à savoir la liberté, pour permettre de faire le lien entre les deux. Locke, donc, penseur rationaliste et empiriste du XVIIe siècle, s'appuie sur un principe fondamental que l'on retrouve dans les Saintes Écritures, et qui est que Dieu est un être rationnel, il a créé l'homme à son image, donc avec la raison. Et cette raison doit lui permettre de conduire librement ses réflexions à son sujet et de trouver en lui-même la foi de façon délibérée. Pour le dire autrement, il faut laisser les hommes croire en Dieu librement, sans user de pression psychologique ou physique, car cela est contraire par définition à ce qui fait l'essence même de la foi chrétienne et du mérite que Dieu accorde à ceux qui daignent croire en lui. Bon, si Dieu nous a créés libres, bah, c'est peut-être pour qu'on se rapproche de lui librement, hein, pour résumer. Donc cet argument de Locke, on le retrouve exposé, comme je l'ai dit, dans sa lettre sur la tolérance, mais cela reste un argument religieux qui est fondé sur les Saintes Écritures. Et il faut aussi présupposer l'existence du libre arbitre, évidemment. Donc je préfère dissiper une confusion possible. Locke n'a pas pour cible les jansénistes ici, mais les théoriciens d'une religion d'État. Un penseur comme Hobbes serait peut-être en partie la cible de Locke, comme on le verra plus tard, en partie parce que Hobbes est plus malin que ça, comme je vais l'expliquer, et les gouvernants qui désirent que chaque citoyen soit évangélisé, bien évidemment, donc c'est contre ça que Locke se bat. Donc vous savez évidemment que durant toute la période médiévale, il ne faisait pas bon de montrer toute forme d'hostilité envers Dieu et la religion chrétienne. Les ennemis du catholicisme étaient considérés comme des ennemis publics et il n'y avait donc aucun scrupule à les faire rôtir ou à les torturer en cas de simple soupçon d'hérésie. Eh bien, c'est justement ce genre de fanatisme que Locke, c'est à ce genre-là de fanatisme que Locke s'attaque dans sa lettre sur la tolérance, car au XVIIe siècle, la laïcité n'était pas encore d'actualité, et même après en Angleterre, elle ne s'est pas développée de la même façon qu'en France. Et la France ne sépara de manière fixe religion et État que par l'application de la loi du 9 décembre 1905.
C'est vieux, hein, mais pas aussi vieux que ce que l'on aurait pu penser a priori. Enfin bref, l'un des deux grands principes constitutifs de la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Ça, je pense que toute personne avec un minimum de culture sur le sujet le sait déjà, mais la question qui nous intéresse, c'est pourquoi, et surtout, cela va-t-il nécessairement de soi de séparer ce que l'on considère comme relevant de l'espace public, à savoir l'État, et ce qui relève de la sphère privée, à savoir la croyance en Dieu. L'argument de Locke, vous l'aurez compris, c'est que créer une religion d'État est absurde pour une raison religieuse, mais il y a aussi une raison qui est purement philosophique et logique, comme on va le voir. La raison religieuse, c'est que si Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre, c'est pour qu'il s'en serve. Bon, ça, on l'a déjà vu, hein, c'est pour qu'il se rapproche de lui librement. Et si on crée une religion d'État, eh ben, par conséquent, on tue d'emblée le mérite que l'individu peut avoir à se rapprocher de Dieu librement, parce que c'est plus le libre arbitre de l'individu qui lui permet de se rapprocher de Dieu, c'est sa naissance, le fait qu'il soit né dans le bon pays, avec la bonne religion entre guillemets, hein, celle qu'on a décidée comme étant la bonne. Donc, pour Locke, justement, si la politique doit administrer la religion de manière publique, en forçant les gens à croire en Dieu, eh ben, on les conditionne dès leur naissance et on les menace si jamais ils refusent de se rendre à l'église ou de participer aux messes, aux communions ou à toute célébration religieuse. Et du coup, bah, aller au paradis et être dans les bonnes grâces de Dieu, bah, dépend seulement de notre naissance. Et ça, bon, bah, c'est pas non seulement bon, on pourrait dire que c'est pas juste, mais surtout c'est pas conforme à ce qu'on retrouve dans le corpus biblique, hein. Tu es né dans un pays où le christianisme est la seule religion autorisée et tu dois y participer. Tu as de la chance puisque selon les lois et coutumes de ton pays, bah, il se trouve que c'est la bonne religion et la seule qui vaille. Sauf que si on se base sur ce que dit la Bible, c'est pas ta naissance qui doit conditionner ton accès au paradis, mais ton propre choix de croire en Dieu, sans que l'on t'ait imposé ce choix de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de bête, on peut le dire, hein, dans le fait de vouloir imposer sa religion à quelqu'un. Dieu, il veut qu'on se dirige vers lui de manière, on va dire, libre. Il veut pas qu'on se sente vraiment contraint de croire en lui, normalement. Bon. Donc voilà, ça c'est la première raison, et on pourrait trouver que cet argument ne prend même pas la peine de relever un présupposé paradoxal que l'on peut remettre en question, à savoir le fait que l'État puisse même tout simplement influencer nos croyances et déterminer la sphère du privé qu'est la foi, donc que l'État justement directement se permette de supprimer notre esprit critique, hein. Ben justement, Locke relève ce paradoxe, alors vous me direz, mais comment ça l'État peut pas nous manipuler et influencer notre esprit critique? Ben, pour Locke, en fait, c'est pas possible d'être conditionné par l'État et par les règles que ce dernier met en place, parce que justement, l'État peut nous contraindre, il peut nous influencer en mettant en place des lois. L'État peut m'arrêter si je ne veux pas adhérer à la religion qu'il institue. Il peut mettre mon corps en prison, donc il peut agir sur mon corps, mais il ne peut pas influencer ma pensée. Hein, vous voyez, c'est un peu le principe de ce qu'on appelle les résistants politiques. Quand on arrête quelqu'un parce qu'il partage pas les opinions qui sont dominantes, eh ben on dit oui, bah il est au moins libre, il reste libre dans sa tête. Bon bah voilà, c'est cette idée-là que défend Locke. On peut vous arrêter, on peut vous mettre la pression, mais il n'empêche que en définitive, vous êtes toujours libre de croire ou non en Dieu, ou au Dieu qu'une religion imposée vous prescrirait de croire. Bon, voilà. Bref, la foi se commande de l'intérieur, elle ne peut pas être contrainte par un corps extérieur. Créer une religion d'État pour Locke est donc non seulement contradictoire par rapport à l'essence même de la foi et de la religion comme on l'a vu, mais en plus complètement illogique et inutile pour ne pas dire stupide. Bon. Alors voilà, ça c'est le premier aspect
qui concerne la laïcité, mais il y en a encore un autre, et cet aspect-là, en revanche, est beaucoup plus, on pourrait dire, sensible ou polémique que le premier, parce que jusqu'à présent, on pourrait se dire, bon, il est bien gentil, Locke, mais finalement, ce qu'il dit, ça reste assez évident pour nous autres petits Français du XXIe siècle, gavés que nous sommes à la liberté de culte et d'expression. Mais justement, c'est ça le gros souci avec Locke, qui explique, à mon avis, pourquoi il est peu étudié de nos jours et assez sous-estimé, notamment comparé à un autre géant de l'empirisme anglais comme Hume, qui est apparu environ un siècle après lui, c'est qu'il a posé des bases tellement solides en matière de philosophie politique et au niveau de la connaissance humaine, que quand on le lit aujourd'hui, on se dit, bah oui, évidemment, qu'est-ce que tu nous enquiquines, évidemment que nos idées, elles viennent de l'expérience, évidemment que là, qu'il faut bien que séparer l'Église et l'État. Mais ça n'empêche qu'à cette époque, la thèse de Locke dont je vous parle n'allait pas de soi et ne va toujours pas forcément de soi, puisque l'Angleterre n'est pas un pays laïque au même titre que la France. On peut pas dire que politique et religion soient parfaitement hétérogènes là-bas, de même qu'aux États-Unis, hein, vous savez, quand il y a une passation de pouvoir, le président doit poser la main sur la Bible, bon voilà, il y a toujours, Dieu est toujours un peu présent quand même dans la sphère politique. Et en Angleterre, on peut même trouver des Bibles dans les chambres d'hôtel, donc on peut constater que même si c'est pas la dictature de la pensée que Locke condamnait fermement à l'époque, au, ni- au niveau religieux en tout cas, bon, il y a quand même pas cette hétérogénéité, voilà, qu'on retrouve en France. Et justement, l'autre aspect de la laïcité qui est souvent mal compris, oublié et charcuté, aussi bien par ceux qui se disent tolérants et progressistes à l'égard des différentes religions que par ceux qui pensent que la laïcité revient à accepter que l'on se moque de leur prophète ou je ne sais quelle faribole et que du coup c'est pas bien, c'est la condamnation de signes ostentatoires dans l'espace public. La laïcité ne fait ni l'apologie de la religion, ni l'apologie de sa critique. Ça, c'est vraiment un point décisif qu'il faut se rentrer dans le crâne et comprendre, hein. Elle encourage seulement à la neutralité et met en avant le caractère indivisible de la République que l'on retrouve d'ailleurs dans le premier article de notre Constitution. Vous pouvez facilement le retrouver, hein, si jamais vous voulez le relire, hein, il est sur Wikipédia, j'invente rien. Donc en effet, cette idée, vous la retrouvez dans l'essai sur la tolérance de Locke, un de ses premiers textes plus anciens que celui dont je vous ai parlé, mais que j'ai choisi d'aborder après parce que je pense qu'il apporte une vision complémentaire à la lettre sur la tolérance que j'ai abordée juste avant. Donc c'est sur l'essai sur la tolérance que je m'appuie à présent, et justement, ce texte propose un point de vue complémentaire où Locke, justement, nous dit que, enfin, on peut dire que pour Locke, que l'État n'interfère pas dans les affaires religieuses, c'est une chose, hein, ça c'est ce qu'on a vu, mais il ne faut pas que la religion, de son côté, interfère dans les affaires publiques, ou plutôt se montre en public. Vous voyez qu'il y a une réciprocité chez Locke entre le rapport de l'État à la religion, mais c'est aussi valable dans le sens inverse. Il n'y a pas de raison que l'État on va dire, administre la religion, mais la religion ne doit pas interférer dans l'espace public qu'administre l'État. Locke prend un exemple, et cet exemple c'est celui de la chape ou du surplis, qui sont des vêtements religieux portés par l'Église catholique. Je vous laisse faire des recherches à côté si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais la chape, c'est une espèce de cape portée par les représentants de l'Église lors de cérémonies. Et le surplis, c'est un vêtement en coton que portent également les représentants d'une autorité religieuse. Bon, eh bien Locke nous dit que de tels accoutrements n'ont pas à être portés dans l'espace public. Le premier argument ne vous parlera sans doute pas parce qu'il est directement lié à l'exemple lui-même. Le pape ou le prêtre sont tenus d'accomplir leurs fonctions à l'Église et redeviennent des citoyens le reste du temps afin d'éviter notamment que d'autres personnes puissent se faire passer pour des représentants de l'Église à leur place en empruntant ce style vestimentaire. Ce qui relève de la pratique culturelle de la religion doit avoir lieu dans le cadre du lieu de culte, et le reste fait partie de la vie citoyenne. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, en fait, hein, cet argument, puisque Locke étend l'argument en question à tout métier qui serait lié à une autorité quelconque. C'est surtout le rapport à l'autorité, là, qui est important. Par exemple, hein, il dit ça fonctionne aussi avec une tenue de magistrat.
Parce que si on voit quelqu'un qui porte une tenue de magistrat dans la rue, on peut se dire: «Ah, c'est un représentant, de la justice». Et si quelqu'un s'amuse à porter cette tenue, il peut se faire passer pour ce qu'il n'est pas et créer la pagaille. Et bon, voilà, l'idée de Locke, c'est que, la fonction qui relève d'une autorité n'a pas à être représentée publiquement. Justement parce que ça peut faire désordre. Bon, déjà, il y a ça, mais quel est, on peut dire, l'argument un peu plus délicat dont je voulais vous parler, si on peut dire, qui demeure d'actualité dans la thèse de Locke en faveur du retrait de tout signe religieux au niveau vestimentaire dans l'espace public. Cet argument, c'est précisément la critique de ce que l'on appelle partout dans les médias et qui demeure à la mode dans les débats télévisés, le communautarisme. Ouais, normalement, ce mot-là vous dit quelque chose. Locke a beau être mort il y a 3 siècles, on peut constater qu'il avait bien anticipé un problème de taille. Donc, selon lui, le port de signes religieux destinés à montrer que l'on appartient à une communauté délimitée par des pratiques et des principes communs est nuisible à l'unité de la société, car les individus qui mettent en avant de manière visible leur foi dans l'espace public font valoir leur appartenance à une communauté indépendante de l'ensemble de l'État constitué de citoyens qui sont unis avant toute chose par leur appartenance à un même pays. L'argument en faveur de la laïcité est donc double. Il y a la liberté de culte individuelle, bien sûr, ainsi que la liberté de penser, mais il y a aussi et surtout l'unité de la nation qui entre en jeu. Vous voyez, c'est ça le problème en fait avec l'idée de laïcité, c'est que finalement on essaye de rassembler des individus qui peuvent différer par leurs origines, leurs convictions, et justement, le but, c'est de mettre tout ça de côté, d'arriver à une espèce de neutralité, vous voyez? Une neutralité qui serait, nécessaire à la communauté, en fait, au fait de créer une communauté, c'est-à-dire une unité de la diversité des individus qui composent, justement l'État. C'est une problématique importante par rapport à ce qu'on appelle le commun, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire comme un justement. Il faut faire front ensemble malgré, des différences, de croyances ou de pratiques, cultuelles, dans le cadre notamment, de la religion. Donc s'il y en a, parmi vous qui trouvent cette idée indigne et proche, d'une quelconque forme de conformisme, sachez que ce dernier possède quand même une pensée bien moins radicale tout de même que celle de Hobbes, qui demeure un autre immense penseur anglais du XVIIe siècle et qui soutient une théorie politique en opposition fréquente avec celle qu'a soutenue Locke à la suite, de ce dernier. En effet, on pourrait aller encore plus loin que Locke dans la théorie de l'assimilation de l'individu au corps politique et d'une unité nationale, et c'est précisément ce que faisait Hobbes, qui avait pour idée politique dans le livre 3 de son célèbre ouvrage Le Léviathan, de développer une religion d'État pour s'assurer que l'unité de l'État soit préservée et qu'il n'y ait pas de division entre communautés distinctes à l'échelle de celui-ci. Hobbes pensait, tout comme Locke, que si la religion de l'État n'est pas la bonne, à savoir le christianisme, évidemment, hein, cela n'est pas grave, le croyant n'a qu'à pratiquer son culte en secret et croire en son propre Dieu. Évidemment, ça vaut aussi si vous n'êtes pas chrétien et si vous êtes dans un État chrétien pour Hobbes. Il a qu'à croire à son propre Dieu dans sa tête et surtout ne pas le montrer. Seule l'unité de la République compte pour lui, donc autant dire que ça rigole pas. Donc il y a quand même un point commun entre ces deux théories, c'est que Locke et Hobbes partent du principe que de toute façon, l'État agit sur votre corps mais pas sur votre esprit. Donc rien ne vous empêche de toute façon de conserver votre liberté de penser. Mais l'argument que met Hobbes en avant, c'est surtout que le souverain doit concentrer tous les pouvoirs dans un souci d'efficacité politique et que l'Église ne doit pas pouvoir l'influencer et faire pression sur lui d'une une manière polie que Hobbes a eu de dire aux représentants de l'autorité papale et religieuse de son époque: allez vous faire voir et mêlez-vous de vos affaires, ce que l'Église n'appréciera guère en voulant faire disparaître le livre de Hobbes pour ça, et une ou deux autres idées légèrement sulfureuses et modernes dont je vous parlerai sans doute une autre fois. Bref, on a deux grandes théories philosophiques qui ont le mérite d'être cohérentes, au moins, et qui nous permettent de nous entendre sur ce qu'est la laïcité et sur ses éventuelles limites, hein, qu'on y adhère ou pas. Donc soit on se complique pas la vie avec Hobbes et on part du principe qu'il faut une seule et unique religion dans notre pays,
et que celle-ci soit administrée par un monarque qui concentre tous les pouvoirs avec les dérives que ça peut potentiellement impliquer, comme on le verra une autre fois. Donc le monarque sera à la fois une autorité politique et religieuse. Soit on essaye de ménager la liberté de chacun avec l'unité de la nation, avec Locke, et on fait en sorte que ce qui relève du domaine du privé, à savoir la religion et la pratique de celle-ci dans un lieu de culte déterminé, église, mosquée, synagogue, ce que vous préférez, continue à relever du privé. Bien évidemment, toutes ces questions nous amènent à nous interroger sur un point décisif relatif à la liberté humaine, en tant que grande notion à part qui traverse tout le champ de la philosophie. Est-ce que précisément la société et les lois qui régissent nos rapports entre individus, en vue de préserver le bien commun, sont des obstacles à notre liberté? Faut-il accepter de sacrifier une partie de notre individualité pour nous fondre dans cette grande masse sociale que constitue notre propre nation? Est-ce qu'il y a par conséquent un déchirement irrémédiable entre la diversité et l'unité? Entre justement l'un et le comme un, qui ne serait qu'une apparence de cette unité? Bon, bah, c'est sur ces réflexions que nous réfléchirons la prochaine fois, dans un tout nouveau chapitre consacré à la liberté, où nous aborderons plein de considérations diverses et variées à ce sujet, hein. Ça risque d'être un gros chapitre assez dense. Et on commencera par étudier notamment le problème lié au conformisme. Mais on verra que pour l'étudier, il faut se centrer vraiment sur la liberté au niveau individuel, avant justement petit à petit de voir quelles sont ses implications à une échelle plus grande. Bon. En attendant, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut en intéresser certains, surtout aux personnes qui penseraient que la philosophie c'est du délire abstrait déconnecté du réel, et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Prenez bien soin de vous et à une prochaine fois.